Bonjour tout le monde, mon nom c'est Joanne Whitmore, je suis chercheuse principale à la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. Aujourd'hui, pour notre webinaire, on a le privilège d'avoir Jannick Lambert avec nous, qui est la commissaire au développement durable du Québec depuis 2021. Elle est comptable professionnelle agréée et auditrice de formation. Elle œuvre depuis plus de 30 ans au bureau du vérificateur général du Québec. Puis en 2024, elle a reçu le titre de Fellow de l'Ordre des comptables professionnels agréés, qui est l'une des distinctions les plus hautes de la profession. On a invité pour notre série de webinaires de la chaire la commissaire pour qu'elle puisse présenter son rapport annuel qui a été déposé le 8 mai 2026. C'est un rapport qui est intégré au rapport du vérificateur général du Québec à l'Assemblée nationale pour l'année 2025 et 2026. Il y a plusieurs enjeux qui sont abordés, mais puis c'est vraiment un rapport qui est pour les parlementaires et la population. Mais spécifiquement, aujourd'hui, on l'a invité pour qu'elle puisse nous présenter le chapitre 3 qui est consacré à l'évaluation de l'efficacité de la révision de la mise en œuvre du plan pour une économie verte, donc le PEV 2030, puis aussi en lien avec la gestion du fonds d'électrification et des changements climatiques. Elle va nous présenter un peu les constats puis les principales recommandations qui sont liées à ce chapitre-là, puis aussi un peu nous expliquer la démarche prévue pour soutenir leur intégration par le gouvernement. Donc, juste avant qu'elle commence, un petit peu de logistique. On va avoir à peu près 40 minutes de présentation par Jannick. Ensuite, il va y avoir une période d'environ 20 minutes de questions. On demande, s'il vous plaît, que les questions soient en lien le plus directement possible avec la présentation ou du moins le rapport, là, parce que le vérificateur et le bureau de la commissaire, c'est vraiment par rapport à ces constats-là qui peuvent se prononcer et non des généralités politiques. Pour ça, on vous invite à parler avec le MLCC ou euh, les autres ministères qui pourraient mieux répondre à vos questions. Je vais sur ça. Puis juste pour que vous sachiez, on va avoir la présentation qui va être disponible. La séance est enregistrée, donc on va le mettre sur YouTube. Donc, pour ceux qui veulent le partager ou le réécouter plus tard, vous pouvez le faire. Puis évidemment, le rapport est public. Je pense que Jannick va pouvoir vous partager le lien par la suite. Donc, Jannick, merci de partager votre présentation et c'est à vous. Oui, merci. Je débute. Vous voyez bien la présentation, Oui, Joanne? oui, c'est Bon, bon. parfait. Premièrement, je tiens à te remercier, Joanne, pour l'invitation. C'est très apprécié. Merci à tous, vous tous, en plein mois de juillet, d'être présents aujourd'hui pour que je puisse j'ai la chance, dans le fond, de vous présenter un des chapitres déposés au printemps dernier. L'objectif, si je peux avancer ma diapositive, attendez un instant, ça avance pas. Bon, ça fonctionne. Bon, fait que l'objectif du webinaire, premièrement, c'est de vous présenter les grandes lignes du rapport, comme je mentionnais, qui a été déposé au printemps dernier, puis qui était en lien avec le Fonds d'électrification des changements climatiques. Mais je trouvais important au départ, là, de vous expliquer c'est quoi le rôle du commissaire, puis les travaux du commissaire. Peut-être faire un petit retour très sommaire sur l'action climatique au Québec au fil du temps pour finalement arriver à la présentation du rapport en question. Par la suite, parce que j'ai souvent des questions à savoir, OK, vous déposez des rapports, mais qu'est-ce qui arrive par la suite? Donc, je vais aborder ce sujet avant de terminer. Puis, comme Joanne, vous le mentionnez, il va y avoir une période de questions à la toute fin. Jannick, je veux juste Ah, mentionner pour les oui. questions, en fait, désolée, il y a comme une petite boîte Q et R en bas de la page. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire et on va les prendre à la fin du webinaire. Merci. Parfait. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui a amené la création du commissaire au développement durable? C'est via l'adoption de la loi sur le développement durable en avril 2006. C'est venu créer ce rôle pour faire en sorte de favoriser l'imputabilité de l'administration
en matière de développement durable. Puis quand je parle d'administration, ben dans la loi, là, quand on parle d'administration, on parle du gouvernement, du conseil exécutif, du conseil du trésor, puis de l'ensemble des ministères et des organismes. Fait que ça fait en sorte que via les contrôles, dans le fond, exercés par le commissaire, ben, ça pourrait permettre de favoriser leur imputabilité. C'est venu, dans le fond, aussi, dans le fond, la loi est venue déterminer que le commissaire se retrouverait à l'intérieur du vérificateur général. Donc, le mandat se trouve dans la loi sur le vérificateur général et le mandat se détermine que le commissaire doit faire rapport annuellement sur ses constatations et recommandations, premièrement à l'égard de l'application de la loi sur le développement durable, par la suite à l'égard de la gestion du FEC, de tout sujet abordé par ses audits, ses enquêtes en matière de développement durable. Puis le commissaire peut même, en plus, pas seulement faire des audits, mais il peut également faire des travaux, il peut émettre ses commentaires concernant toute mesure utilisée pour mettre en place la loi sur le développement durable. Le commissaire peut également participer à des commissions parlementaires comme la commission de l'administration publique lorsqu'un de ses rapports est auditionné. Puis également, il peut y arriver qu'il y ait des projets de loi plus en lien avec l'environnement, que le commissaire est interpellé pour faire part à la commission, participer, c'est-à-dire à la commission transport et environnement, pour soit donner un mémoire ou donner certains commentaires, répondre aux questions des parlementaires à l'égard du projet de loi. Il faut souligner aussi que la nomination du commissaire, elle doit être approuvée par le bureau de l'Assemblée nationale. Puis, contrairement au vérificateur général, le commissaire n'a pas une durée de son mandat. Donc, il n'y a rien qui est prévu dans la loi pour avoir une durée déterminée au mandat du commissaire. J'ai une équipe qui est constituée, une équipe multidisciplinaire constituée de 26 personnes, qui est composée de comptables, d'ingénieurs, d'économistes, de plusieurs spécialistes en environnement. Dans le fond, l'objectif, vous savez, le développement durable, c'est très, très vaste. Fait qu'on doit toujours s'assurer d'avoir une équipe qui ont des compétences diverses pour faire en sorte que tous ensemble, on puisse être en mesure de couvrir les plus grands aspects du développement durable. Depuis 2012, plusieurs rapports ont été faits par le commissaire en lien avec la lutte au changement climatique. Vous en avez une liste là ici à l'ACETAT. Puis peut-être en passant, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site du vérificateur général, puis vous avez accès à tous ces rapports-là. Vous allez dans Publications commissaire, puis vous êtes en mesure de tout retrouver les rapports que vous avez dans cet ACETAT. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que depuis 2023, dans notre rapport annuel de gestion, il y a un engagement du commissaire pour au moins 2 rapports d'audit annuellement, autres que celui du FEC. Ces rapports-là doivent être en lien avec la lutte au changement climatique ou la biodiversité qui constituent 2 grands enjeux que nous avons présentement. Voici une ligne du temps qui n'est vraiment pas exhaustive. Là, dans le fond, ça a pour objectif de faire un petit survol des principaux événements liés à l'action climatique. Fait qu'en 2006, vous savez que l'adoption de la loi sur le développement durable, ben, le Fonds vert a été créé. Puis dans la même année, il y a eu l'adoption, dans le fond, d'un plan d'action sur les changements climatiques 2006-2012. Puis, il a débuté en 2012 un deuxième plan d'action sur les changements climatiques qu'on appelle PAC, 2013 à 2021, 2020, mais qui a été prolongé jusqu'au 31 mars 2021. En 2020 est venue une grande réforme de la gouvernance de l'action climatique par le PL 44 qu'on dit souvent plus facilement. Puis ce PL 44-là, c'est la loi visant principalement la gouvernance efficace de la lutte contre les changements climatiques et à favoriser l'électrification. Puis cette loi a été adoptée en novembre 2020. Qu'est-ce que c'est venu faire, cette loi-là? Premièrement, ça l'a remplacé, il y a le fait qui a remplacé le fonds vert pour faire en sorte de revoir la gouvernance et la gestion des sommes consacrées à la lutte contre les changements climatiques. C'est venu aussi déterminer une première politique cadre sur le plan
climatique. Donc, on parle du plan pour une économie verte, souvent on va dire le PEV 2030, puis son plan de mise en œuvre qui est revu à chacune des années. On parle du PMO. Le premier PMO couvrait la période 2021 à 2026. C'est venu donner l'obligation aussi au ministère d'assurer une gouvernance intégrée de la lutte au changement climatique. Puis finalement, c'est venu rajouter un mandat au commissaire c'est une obligation de faire excusez-moi, de faire un rapport d'audit de performance concernant le Fonds d'électrification des changements climatiques. En 2022, il y a eu intégration du soutien à la transition énergétique dans la définition de la lutte au changement climatique. Puis en 2024, il y a eu l'intégration du plan directeur en innovation, transition et efficacité énergétique qui a été intégré au PMO. Le fonds vert, si on vient, mettons, on débute avec le fonds vert, comme je disais, qui a été créé en 2006. Puis il avait été institué afin de favoriser le développement durable du Québec par la protection de l'environnement, par la préservation de la biodiversité, puis par la lutte contre les changements climatiques. Les sommes considérables qui étaient cumulées dans ce fonds-là servaient à financer la lutte contre les changements climatiques, la gestion des matières résiduelles, puis la gouvernance de l'eau. Puis il était prévu que ce fonds était géré par le ministère de l'Environnement. Peut-être pour votre gouverne, en 2017, il y a eu certains changements législatifs qui ont visé à la modification de façon importante de la gouvernance du fonds vert, dans le fond. Puis c'est là qu'on a vu créer le conseil de gestion du fonds vert, puis qui avait pour mission notamment d'encadrer la gouvernance du fonds vert. Par contre, avec la réforme de la gouvernance climatique en 2020 dont je vous ai parlé, c'est-à-dire ce conseil a été aboli. Fait que depuis le 1er novembre 2020, le FEC remplace le fonds vert. Il est entièrement dédié au financement des mesures contre les changements climatiques, les activités en lien avec la gestion des matières résiduelles. Parce que vous savez que le fonds vert, il n'y avait pas seulement, comme je vous ai mentionné, il n'y avait pas seulement la lutte contre les changements climatiques, il y avait les matières résiduelles, puis la gestion de la gouvernance de l'eau. Fait que ça fait en sorte qu'avec le FEC, ben, les activités qui étaient en lien avec la gestion des matières résiduelles, puis la gouvernance de l'eau ont été transférées au Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État. Puis depuis 2013, la gouvernance de l'eau, ces activités, c'est-à-dire en lien avec la gouvernance de l'eau, ont été transférées au Fonds bleu. Donc, ça bouge beaucoup dans le temps, les responsabilités, les créations de fonds également. Fait que le fait que c'est un fonds spécial qui permet de conserver les surplus annuels, puis de les cumuler. Par contre, le MLCCFP ne peut ni planifier un déficit annuel, ni utiliser les surplus cumulés du FEC sans que cela ait été convenu avec le ministère des Finances lors de la prévision des dépenses et d'investissement. L'utilisation du surplus cumulé d'un fonds spécial comme celui du FEC peut affecter le solde budgétaire des états financiers consolidés du gouvernement, puis nuire à l'équilibre budgétaire. Ce qui fait en sorte que, vous voyez, le FEC, ça fait partie intégrante des états financiers consolidés du gouvernement du Québec, ce qui fait en sorte que ces résultats, ben, affectent ceux du gouvernement. Fait qu'au sens de la loi sur l'équilibre budgétaire, ben, le gouvernement, il doit présenter, sauf des situations exceptionnelles, un solde budgétaire équilibré. La mise en œuvre de l'action climatique avant la réforme de 2020, ça fait en sorte que pendant 15 ans, soit du 1er avril 2006 au 31 mars 2021, ben, le Québec a encadré son action climatique à l'aide de 2 plans d'action, 2 PAC, comme je mentionnais tantôt, celui de 2006-2012 et celui de 2013 et 2020 qui a été prolongé jusqu'en mars 2021. Durant cette période, ben, il y a certains exercices financiers qui sont soldés par des dépenses moindres que les revenus qui étaient disponibles en raison de dépenses moins élevées que prévues pour certaines actions, puis des revenus additionnels qui ont demeuré inutilisés. Ça fait en sorte d'accumuler des surplus au fil des années, qui fait en sorte qu'au 31 mars 2021, ben, les surplus cumulés du FEC s'élevaient à 1,4 milliard de dollars.
Après la réforme de 2020, donc avec le PL 44, mais comme je mentionnais, le ministère s'est retrouvé être le conseiller du gouvernement sur toute question qui concerne la lutte contre les changements climatiques, puis il doit assurer la gouvernance intégrée à l'échelle gouvernementale. Il est chargé d'élaborer la politique cadre sur les changements climatiques, d'en assurer la mise en œuvre, puis d'en coordonner l'exécution. Le ministère poursuit la gestion du FEC dans une perspective de développement durable, d'efficacité, de transparence, tout en privilégiant une gestion axée sur les meilleurs résultats. La mise en œuvre, on est toujours dans la mise en œuvre après la réforme. Ben, le plan pour une économie verte est accompagné d'un plan de mise en œuvre quinquennal qu'on appelle le PMO, qui est entré, le premier est entré en vigueur en avril 2021, puis couvrait la période de 21 à 26. Puis le PMO, il doit être révisé annuellement. C'est un PMO qui est sur 5 ans. Puis à chaque année, on le déplace d'une année, mais on couvre toujours 5 années suivantes. Puis il y a un exercice annuel de révision. Puis à ce jour, avec le dernier PMO 26-31, on est rendu à 5 exercices de révision. Puis comme je vous mentionnais tout à l'heure, dans le PMO 24-29, on a intégré les mesures en transition, innovation puis efficacité énergétique. Le surplus cumulé dans le FEC au 31 mars 2025 s'élevait à 1,8 milliard de dollars. En somme, selon la loi du ministère de l'Environnement, la lutte au changement climatique comprend l'ensemble des mesures, premièrement, pour réduire, limiter ou éviter les émissions de GES, soutenir la transition énergétique, notamment par des mesures de remplacement des énergies fossiles par des énergies renouvelables. Ça peut être aussi par la sobriété énergétique, puis également par l'efficacité énergétique. De plus aussi, les mesures doivent viser à favoriser l'adaptation aux impacts des changements climatiques, comme par exemple des mesures pour réduire les risques liés à l'érosion et la submersion côtière. Maintenant, on arrive plus spécifiquement au rapport d'audit déposé en mai dernier. Il y a plusieurs éléments qui guident nos choix de nos travaux. Dans nos rapports, on indique toujours les raisons pour lesquelles qui nous ont amenés à choisir le sujet de l'audit. Il faut noter par contre que ce rapport-ci, il visait aussi à rencontrer mon exigence de faire rapport sur le FEC. Fait que voici quelques éléments de contexte qui nous ont amenés à faire ce choix de se positionner sur l'efficacité de la mise en œuvre du PEV. Fait que là, il y a la réforme sur la gouvernance de l'action climatique de novembre 2020 qui visait notamment à assurer une mise en œuvre efficace du PEV puis à renforcer l'action climatique. Il y a la révision annuelle du PMO qui représente une occasion d'atteindre les objectifs de la réforme, car elle permet de maximiser les retombées attendues du plan, puis d'atteindre les objectifs et cibles du gouvernement à l'égard du PEV. Puis il y a un suivi des dépenses qui se fait en cours d'année, qui permet d'ajuster les prévisions de dépenses pour que les sommes disponibles du FEC soient pleinement utilisées. Les sommes provenant du FEC servent à financer la réalisation d'une centaine d'actions par année réparties entre plusieurs partenaires. Quand on parle de partenaires, on parle de ministères, d'organismes qui sont responsables de la mise en œuvre d'actions qui sont financées par le FEC. Mais pour être capable d'utiliser ces sommes, ben, il doit y avoir les partenaires doivent conclure des ententes avec le ministère. Puis les ententes précisent notamment les rôles et responsabilités de chacun, puis comment que la reddition de comptes devra être faite au ministère. Puis il faut noter aussi que le ministère, ben, en plus d'être gestionnaire du FEC, ben, il se trouve aussi être partenaire parce qu'il est responsable de plusieurs actions qu'il doit mettre en œuvre. À mi-parcours de la mise en œuvre du PEV 2030, puis à terme, ça représente plus de 15 milliards de dollars qui seront investis pour mettre en œuvre le PEV. Pour la période du 1er avril au 21 au 31 mars 2025, ben, c'est 5,6 milliards de dollars de dépenses qui ont été financées par le FEC. Puis les prévisions de dépenses du FEC représentent un montant de 9,5 milliards de dollars pour la période 25-30. L'environnement dans lequel est mis en œuvre le PEV, ben, c'est complexe. À chaque année, le ministère révise la mise en œuvre du PEV, puis pour ce faire, il doit collaborer avec une douzaine de partenaires.
qui sont responsables de différents secteurs d'intervention. Il doit analyser et suivre une centaine d'actions par année. Il doit prendre en compte des demandes et des orientations du gouvernement. Il doit suivre la fluctuation des sommes disponibles dans le FEC, notamment due à la variation des revenus issus du marché du carbone. Fait que pour y arriver, dans le fond, le ministère a mis en place 3 processus que vous voyez à l'écran, qui sont parfois réalisés en simultané pour soutenir la révision de la mise en œuvre, du PEV. Il y a la révision dans les processus, il y a celui de la révision annuelle du PMO. Il y aurait la réallocation budgétaire. Il y a l'approbation des actions individuelles également. Vous voyez, c'est un peu petit là, à l'écran, là, mais je vous invite à aller voir dans notre rapport. Vous avez cette figure-là, mais également dans les renseignements supplémentaires, vous retrouvez les processus, mais de façon beaucoup plus détaillée. Fait que si ça vous intéresse, c'est une information qui est très pertinente. Le processus de révision annuelle du PMO, ben, c'est l'occasion pour le ministère d'évaluer la pertinence des actions en place. La révision commence à l'automne par la collecte des besoins de financement, puis elle se termine au printemps suivant, lors de la publication du PMO suivant. Fait qu'en cours de la révision annuelle du PMO, ben, des actions sont ajoutées, sont retirées, sont modifiées en fonction des progrès qui sont réalisés, du contexte économique, puis de l'évolution des connaissances et des technologies. Le cadre financier est déterminé en collaboration avec le ministère des Finances pour favoriser une meilleure performance du FEC. Puis les prévisions de dépenses sont ajustées en fonction de la fluctuation des sommes disponibles dans le FEC, comme je mentionnais tantôt avec la variation des revenus issus du marché du carbone. Lors de la réallocation budgétaire, ben, les sommes disponibles dans le FEC sont réallouées à des actions dont la mise en œuvre permettrait de les utiliser avant la fin de l'exercice financier. Puis il peut s'agir d'actions prévues dans le PMO en cours ou de nouvelles actions qui s'ajouteront dans le prochain PMO. Nous avons fait 2 constats dans le cadre de ce rapport. Le premier constat touche davantage à la planification que le ministère doit faire. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que le MLCCFP n'a pas déterminé tous les éléments essentiels pour planifier efficacement la mise en œuvre du PEV, comme des jalons permettant d'évaluer si les progrès attendus se concrétisent. Nous avons vu que le ministère n'a pas élaboré une planification de la mise en œuvre du plan pour une économie verte 2030 qui permet, premièrement, d'orienter efficacement les décisions, d'offrir de la prévisibilité aux intervenants, puis d'assurer l'atteinte des objectifs et des cibles du gouvernement. De plus, le ministère n'a pas déterminé tous les éléments essentiels pour que les feuilles de route qu'il a élaborées permettent une mise en œuvre agile et efficace du PEV. Comme mentionné précédemment, ben, le ministère s'acquitte de ses responsabilités au moyen notamment des 3 processus qu'il a mis en place. Fait que le ministère ainsi que d'autres intervenants concernés par la lutte au changement climatique, excusez-moi, prennent régulièrement, puis parfois même rapidement, plusieurs décisions concernant la mise en œuvre du PEV, puis qu'il est essentiel que le ministère s'outille dans le but de le mettre en œuvre de manière agile et efficace. Fait que la planification, elle doit soutenir efficacement le ministère dans ses responsabilités, comme celle de coordonner la mise en œuvre du PEV et de conseiller le gouvernement sur toute question qui concerne la lutte contre les changements climatiques. Elle doit traduire les objectifs à long terme du PEV en trajectoires crédibles et concrètes pour soutenir une prise de décision éclairée, puis pour permettre de suivre les progrès réalisés en vue de l'atteinte des objectifs et des cibles du gouvernement. Fait que la planification elle doit être flexible, elle doit présenter les actions les plus importantes dans un ordre logique et chronologique. Elle doit guider finalement les différents intervenants concernés par la lutte contre les changements climatiques, puis les informer et les mobiliser en leur offrant de la prévisibilité. La planification, elle peut être structurée de diverses manières. Dans tous les cas, ben, pour élaborer une planification qui permet de mettre en œuvre efficacement le PEV, ben, il faut déterminer certains éléments qui sont essentiels que vous retrouvez là, dans la figure sous planification. Fait qu'il faut définir des jalons nécessaires à l'atteinte des objectifs et des cibles du gouvernement. Il faut prioriser les actions les plus importantes
pour atteindre les jalons. Puis, il faut évaluer le financement requis pour la mise en œuvre de ces actions, puis établir l'aide financière disponible et sa provenance. Vous savez, la détermination des jalons est donc essentielle parce que comparativement aux objectifs et les cibles du gouvernement qui définissent la vision du gouvernement et ses priorités à long terme, ben, les jalons, eux, qui sont fixés sur une plus courte échéance, ben, sont essentiels pour planifier la mise en œuvre du plan, assurer le suivi des actions, puis effectuer les ajustements nécessaires en temps opportun. Nous avons constaté finalement que le ministère n'a déterminé aucun jalon pour évaluer la progression de l'action climatique, puis de voir si elle est cohérente avec les objectifs et les cibles du gouvernement. Par exemple, dans le cas des 20 objectifs du PMO 25-30 pour lesquels il n'y avait pas de cible gouvernementale, ben, il n'y a aucun jalon fixé qui permet de planifier l'action climatique afin de s'assurer que finalement que les actions choisies ben, sont en cohérence avec les objectifs concernés. Pourtant, il y a les dépenses concernant ces 20 objectifs-là sont importantes, que juste pour, par exemple, il y a une somme de plus de 130 millions de dollars qui est prévue pour 2 objectifs de ces 20 objectifs qui concernent l'adaptation, s'adapter aux impacts des changements climatiques. Donc, il y a quand même des sommes importantes. Fait que nous, on considère que ce serait important que le ministère, du moins, établisse des jalons pour s'assurer que lorsqu'il choisit une action, bien, ça lui permet de s'assurer que c'est toujours en cohérence avec l'objectif concerné. Dans le cas des 10 autres objectifs pour lesquels il y a des cibles déterminées, en fait, il y en a 24 qui arriveront en quasi-totalité à échéance, excusez-moi, en 2030, puis même plus tard, ben, il n'y a aucun, encore là, jalon qui a été fixé pour suivre la progression de l'action climatique, puis d'effectuer, si requis, des ajustements pour faire en sorte qu'on puisse atteindre les cibles déterminées par le gouvernement. Je vais vous donner un exemple concernant la cible gouvernementale relative au nombre de véhicules légers électriques, qui était de 2 millions de véhicules. Bon, au moment de nos travaux, ben, on le sait que suite à mon dépôt, récemment, il y a eu une révision, là, mais au moment de nos travaux, on parlait d'un nombre de 2 millions pour 2030. Puis, quand on sait qu'au 19 décembre, ben, le nombre réel connu s'élevait à 420 241 véhicules. Fait que le ministère n'ayant fixé aucun jalon, puis en plus, les explications qu'il fournit dans le tableau de bord de l'action climatique sont insuffisantes pour évaluer si ben, les progrès réalisés correspondent aux attentes, c'est-à-dire s'ils suivent une certaine trajectoire planifiée ou pour déterminer si des actions supplémentaires seront nécessaires. Fait qu'on a un nombre, dans le fond, à la fin décembre de 420 000, mais est-ce que ce nombre-là, c'est au-delà des attentes finalement du ministère ou non, finalement, on s'attendait à beaucoup plus de véhicules qui fait en sorte qu'il faudrait mettre des actions supplémentaires pour faire en sorte qu'ultimement, on puisse atteindre les cibles. Fait que les jalons, ben, ça permet de lever un drapeau rouge, ça permet d'ajuster le tir au besoin pour faire en sorte d'être en mesure d'atteindre les cibles du gouvernement. Fait que pour prioriser les actions également, puis planifier les ressources financières nécessaires à la réalisation des actions, ben les jalons aussi sont nécessaires parce qu'ils servent à évaluer la suffisance de l'action, puis ils servent à évaluer aussi si l'argent qu'on veut y consacrer est suffisant. Fait que par contre, comme je vous mentionnais, aucun jalon n'a été déterminé par le ministère. De plus, le ministère a choisi d'élaborer différentes feuilles de route au niveau encore toujours au niveau de la planification. Là, il a choisi d'élaborer différentes feuilles de route pour présenter sa planification en vue d'atteindre les objectifs et les cibles du gouvernement. Elle représente un outil important pour soutenir le ministère dans ses responsabilités, mais elles doivent, à notre avis, être bonifiées pour mieux illustrer la trajectoire à suivre. Ce que nous avons relevé, notamment, c'est que les feuilles de route ne présentent pas les actions les plus importantes dans un ordre logique et chronologique, pas plus que les ressources financières nécessaires à leur réalisation. On a relevé également qu'elles ne permettent pas de visualiser la trajectoire à suivre ni d'estimer les ressources financières nécessaires. De plus, le tableau de bord des actions et des dépenses prévues, inclus en annexe de chaque PMO, ne permet pas d'établir l'ordre de priorité des actions, ni de comprendre les liens qui existent entre elles. Il n'est donc pas possible d'évaluer si les actions planifiées et les ressources financières disponibles sont suffisantes.
Le deuxième constat touche tout ce qui est documentation, qui est vraiment primordial. En fait, le constat se libelle ainsi, c'est que le MLCCFP laisse peu de traces écrites pour justifier les décisions prises lors de la révision de la mise en œuvre du plan pour une économie verte 2030, ce qui ne permet pas d'apprécier les choix effectués. En fait, ce qu'on a pu relever, nos travaux, ce qu'ils ont pu dénoter, c'est que le MLCCFP ne documente que peu ou pas les avis émis par les comités techniques, les décisions prises par le comité directeur, ainsi que les analyses des actions en fonction des critères qu'il a établis. Le ministère doit réviser annuellement le PMO en fonction des besoins, des résultats atteints et des capacités de financement. Il doit réaliser des analyses rigoureuses pour justifier adéquatement ses conclusions, puis appuyer les recommandations qu'il adresse aux décideurs. Finalement, il doit réaliser et terminer des analyses avant d'autoriser l'utilisation des sommes provenant du FEC. Vous voyez, dans le fond, dans le but, à droite, vous voyez une figure. Fait que dans le but, notamment, de soutenir le processus de révision annuelle du PMO, ben, le ministère, il a mis en place une structure de gouvernance du processus de révision annuelle du PMO. Elle comprend le comité directeur, l'équipe de pilotage et les comités techniques. Puis si vous voulez en savoir plus sur leur rôle, ils sont présentés encore là dans notre rapport, dans les renseignements additionnels. Fait que dans le cadre de notre audit, nous avons analysé la documentation qui a été produite par l'équipe de pilotage, celle appuyant les avis émis par les comités techniques, ainsi que celle à l'égard des décisions du comité directeur pour les 4 exercices de révision annuelle réalisés depuis le PMO 2021-2026. Puis forcément, bon, le dernier exercice 26-31 n'a pas été considéré parce que ça ne faisait pas partie de notre période de l'audit. Il est important de souligner qu'une documentation de qualité permet non seulement de justifier les décisions prises puis d'apprécier les choix effectués, mais elle permet également d'appuyer les avis émis par les comités techniques et les décisions prises par le comité directeur dans le cadre du processus de révision annuelle du PMO. Elle favorise la transparence des décisions prises, autant envers les intervenants à l'interne au ministère de l'Environnement qu'envers les intervenants externes, entre autres en prouvant que les exigences établies ont bien été respectées. Elle permet de donner accès à des données qui sont fiables, qui serviront à orienter des décisions futures, puis à faciliter la prise de décisions similaires. Finalement, elles permettent d'améliorer l'efficacité opérationnelle, notamment en conservant la mémoire organisationnelle, en clarifiant les rôles de chacun, puis en évitant la duplication des efforts pour retrouver de l'information, puis en facilitant l'intégration et l'autonomie des nouveaux employés. C'est d'autant plus important, comme je vous mentionnais tantôt, que l'environnement dans lequel est mis en œuvre le PEV, ben, il est complexe, puis que le ministère prend beaucoup de décisions, puis souvent de façon rapide. Puis vous voyez, dans le fond, puis dans le contexte des processus de révision annuelle des PMO puis de réallocation budgétaire, le ministère prend des décisions à l'égard de l'utilisation des sommes qui proviennent du FEC, notamment pour répondre aux orientations du gouvernement puis ajuster les prévisions de revenus. Euh, Puis en ce qui, dans le cadre de la révision des PMO annuels, ben ça fait en sorte que souvent les sommes vont varier dans le temps. Puis, fait que, juste pour vous donner un exemple, la petite figure que vous voyez en vert ici, c'est pour vous montrer toutes les prises de décision souvent qui peuvent être prises annuellement. Juste dans le cadre de la révision du PMO, on voit que dans le PMO 2022-2027, les dépenses qui étaient prévues pour l'exercice financier 23-24 représentaient un montant de 1,2 milliard. Lorsqu'il y a eu la révision du PMO, donc en 23-28, ben, les dépenses prévues pour cette même année financière ont augmenté de 237 millions, qui a amené avec une dépense dans le PMO de 23-28 de 1,5 milliard de dollars. Mais vous voyez, on a une variation de 237 millions, mais vous voyez en bas là, que ça représente énormément d'énergie. Il y a eu 19 nouvelles actions d'ajoutées pour une somme de 228 millions de dollars, excusez-moi. Il y a eu retrait d'actions, il y a eu diminution, augmentation de dépenses dans les actions qui étaient déjà prévues. Fait qu'on voit que c'est un gros exercice de réflexion qui est fait.
qui amène plusieurs ajustements. Fait qui nécessite d'avoir encore plus une bonne documentation. Fait que ce qu'on a relevé finalement, c'est que la documentation produite par les instances de gouvernance du processus de révision annuelle du PMO dans la figure que je vous parlais tout à l'heure, ben, ça ne permet pas de justifier leur avis, puis ça ne permet pas de justifier leurs décisions prises. Fait que ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait peu d'informations contenues dans les outils utilisés par les instances de gouvernance, ce qui ne permet pas d'apprécier les avis émis et les décisions prises par ces comités. Par exemple, concernant l'outil central de révision du cadre financier du PMO, ben, il est prévu que l'outil en question soit alimenté notamment par l'information qui provient des comités techniques, puis qu'il soit utilisé par le comité directeur pour prendre position lorsqu'il y a des divergences d'opinion entre les comités. Il est également prévu que les décisions prises par le comité directeur y soient consignées. Cependant, nos travaux nous a amenés à voir qu'en réalité, cet outil contient peu d'informations, ce qui ne permet pas d'apprécier les avis émis par les comités techniques, ainsi que les décisions qui sont prises par le comité directeur. En ce qui concerne le deuxième outil, qui est les tableaux des comités techniques, ben, les 9 critères établis par le ministère devraient être analysés lorsqu'ils sont applicables, préalablement à la tenue des comités techniques en vue d'alimenter leur discussion et d'appuyer leur avis. À l'automne 2023, ben, le ministère a créé cet outil-là pour guider la réflexion des analyses des comités techniques sur les critères, puis compiler leurs conclusions, puis consigner leur avis émis. Cependant, encore, comme c'est le cas pour l'outil précédent, le tableau des comités techniques contient peu d'informations, ce qui ne permet pas d'apprécier les avis qu'ils émettent, puis les conclusions à l'égard des critères d'évaluation. Également, ce qu'on a vu, c'est que les décisions prises par le comité directeur sont basées principalement sur de l'information verbale, car on n'a retracé aucun document ou outil qui consigne les décisions qui sont prises, puis encore moins l'information qui vient supporter leur prise de décision. En fait, le ministère ne documente que peu ou pas les analyses des actions en fonction des critères qu'il a établis afin qu'elles soient financées par le FEC. Le ministère a établi 9 critères afin d'appuyer ses analyses et ainsi justifier ses recommandations en vue de faire approuver le PMO et les réallocations budgétaires en cours d'année. Le ministère a informé le gouvernement qu'il s'agit des critères d'analyse utilisés pour évaluer et sélectionner les actions qu'il lui recommande. Les 9 critères se retrouvent dans le rapport. Si vous voulez les avoir de façon plus détaillée, vous pourrez aller les voir. Mais ici, je vous en donne 2 exemples, comme par exemple celui de l'efficience, qui représente, c'est des modes d'intervention efficients ont été choisis pour maximiser le rendement du FEC ainsi que les résultats globaux de l'action climatique du gouvernement du Québec dans un contexte de disponibilité budgétaire limitée. Fait compte tenu du peu de documentation produite par les comités et l'équipe de pilotage, on a fait des travaux supplémentaires plus approfondis. En fait, on a examiné la documentation produite par le ministère dans le cadre de ces 3 processus afin de voir si son analyse voir, dans le fond, se positionner sur son analyse des critères. Fait que pour y arriver, on a sélectionné 18 actions pour lesquelles 2,8 milliards de dollars provenant du FEC ont été alloués de 2021 à 2025, puis dont des dépenses de 3,1 milliards sont prévues dans le PMO 25-30. Ce que nous avons relevé finalement, c'est qu'aucune, puis peut-être vous indiquez également que c'est pas toutes les 9 critères qui sont applicables pour chacune des actions. Fait que nous, on a fait un exercice pour déterminer pour chacune des 18 actions lesquels critères devaient être applicables, puis ça totalisait 125 critères. Puis vous allez voir que notre appréciation est basée sur ces 125 critères. Fait que ce qu'on a relevé, c'est qu'il n'y a aucune documentation qui appuie l'analyse de 88 des 125 critères, bien qu'une conclusion ait été formulée pour la plupart d'entre eux. Il n'y a aucune information qui a été relevée en lien avec 38 des 125 critères dans les documents reçus du ministère. Il y a eu des conclusions formulées pour 50 de ces critères, mais sans documentation de l'analyse qui la soutient n'a été trouvée. Puis, il n'y a aucun cas parmi les 18 actions sélectionnées où l'analyse et la conclusion liées à chacun des critères applicables aient été documentées.
À l'égard des conclusions émises sur les critères, on a observé finalement que les conclusions étaient parfois succinctes, comme par exemple dépasse les attentes. Il peut y avoir des conclusions divergentes qui étaient formulées pour un même critère, mais il y avait aucune décision tranchante qui était prise, donc il n'y avait aucune conclusion définitive. On a aussi vu qu'une conclusion pouvait indiquer qu'il y avait des suites à donner pour permettre au ministère de formuler une conclusion définitive, mais on n'a retracé aucune suite donnée finalement, puis on n'a retracé aucune information également sur une nouvelle conclusion. Fait que ça l'a amené à 2 recommandations que nous avons fait part au, ministère. Fait que vous voyez, dans le fond, dans le cadre de ce rapport-là, il y avait on voulait se positionner suprêmement sur la planification opérationnelle du ministère pour pouvoir y arriver. Puis on voulait également, se positionner si il documentait bien, son travail qu'il effectuait. Fait que les recommandations, la première était de déterminer les éléments essentiels nécessaires pour planifier de façon efficace la mise en œuvre du PEV. La deuxième était de documenter les décisions prises lors de la révision de la mise en œuvre du PEV pour justifier ces décisions et permettre d'apprécier les choix effectués. Fait que ça clôt la présentation du rapport. Maintenant, qu'est-ce qui arrive là, à l'après dépôt de rapport? En fait, autant pour les rapports du vérificateur que ceux du commissaire, pour les entités qui sont visées par un audit, elles doivent, au plus tard 4 mois suivant la date de publication du rapport, produire un plan d'action dans lequel elle fait part des actions qui vont permettre de corriger les lacunes qui sont identifiées dans le rapport et ultimement répondre à la recommandation. Ils doivent déposer ce plan d'action-là à la commission de l'administration publique. Puis par la suite, pendant 3 ans, il y a un suivi qui est exercé via l'état d'avancement du plan d'action. Fait qu'à 2 moments dans les 3 ans, premièrement, l'entité concernée doit, soumettre son état d'avancement à l'équipe du commissaire pour dire où ils s'en sont avec l'avancement de leurs actions, puis si ça l'a permis de corriger les lacunes. Fait qu'à 2 moments, finalement, le commissaire se positionne sur, donne son appréciation sur l'état d'avancement. Puis cette appréciation-là est rendue publique dans le rapport qui est rendu public une fois par année à l'automne. C'est le rapport de suivi des recommandations dans lequel autant il y a une section pour le suivi des recommandations du vérificateur général et il y a une section pour le suivi des recommandations du commissaire au développement durable. Ceci met fin à ma présentation. Donc, je vais être prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Jannick. Il y a en fait 2 questions pour l'instant, donc peut-être que ta présentation était bien complète. Donc, la première question, c'est, y a-t-il un lien entre le PMO du PEV et puis le PGIR? Et si oui, quel est ce lien? En fait, ils ont tous on déborde un petit peu du rapport, mais c'est pas grave, je vais me permettre d'y aller. En fait, vous avez le PEV qui est vraiment le plan d'action pour faire en sorte de décider d'actions qui vont venir impacter sur la réduction des GES, puis qui vont venir aussi, comme je disais tantôt, notamment aussi prévoir l'adaptation. C'est pour la lutte contre les changements climatiques. Tandis que le PGIR, ben, c'est au niveau c'est sûr qu'il y a un lien, il y a une corrélation quand même, là, parce que qu'est-ce qu'on fait que notre énergie va impacter sur les émissions de GES, puis va impacter aussi, tantôt je vous parlais que dans la définition de la lutte contre les changements climatiques, on parle aussi de sobriété énergétique, on parle d'efficacité énergétique, donc le PGIR touche aussi ces aspects-là. Mais le PEV est sous la responsabilité du ministère de l'Environnement et le PGIR, lui, est de la responsabilité là, du ministère de l'Énergie, l'économie et j'en oublie quelques lettres. L'économie, l'innovation et l'énergie. Merci, Moi aussi, j'ai dû super. l'apprendre. Euh, il y a une autre question, c'est, ben là, je pense pas que vous allez pouvoir répondre, mais ça dit concrètement, qu'est-ce que votre rapport change pour Hydro-Québec? Est-ce que Hydro-Québec devrait faire, qu'est-ce qu'il devrait faire avec vos constats et recommandations? En fait, les constats, recommandations sont faits
au ministère de l'Environnement. Dans le fond, l'objectif, vous savez, c'est le cinquième, je crois, rapport que je faisais concernant le FEC depuis le PL20. Puis cette année, on a voulu vraiment se concentrer dans la gestion du ministère, voir qu'est-ce qu'on pourrait remarquer, puis qu'est-ce qu'on pourrait recommander pour faciliter sa gestion, puis faire en sorte qu'il y ait une plus grande agilité, puis qu'on atteigne nos objectifs, nos cibles objectifs gouvernementaux, peut-être plus facilement, mais aussi que la gestion du fait que les sommes consacrées à chacune des années puissent plus facilement, plus rapidement être attribuées à des bonnes actions. Fait, que fait que ça, on parle, c'est lié vraiment au fait, puis lié à la mise en œuvre du PEV, qui fait en sorte que Hydro-Québec peut avoir des actions là-dedans, mais disons que Hydro-Québec pourrait pas ne vraiment être visé par ces constats de ce C'est rapport. indirect, là. Ouais, Ouais. c'est direct. Ben, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Moi, je vais peut-être me permettre une question. Avec le projet de loi 41, il y avait eu comme, c'est là que vous aviez comme le commissaire avait un mandat spécifique là, de faire le suivi pour le PEV, le FEC, etc. Mais là, il y a eu quand même des réformes depuis. Il y a eu d'autres projets de loi qui sont venus modifier ça. Et ce que je comprends, c'est qu'on a retiré un peu cette obligation-là du commissaire à faire le suivi annuel de ces volets-là. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant que vous avez pu explicitement l'obligation de le faire? Est-ce que vous pouvez le faire quand même ou comment ça va se passer essentiellement? Oui, c'est via le PL7 finalement qui a été Oui, c'est adopté. ça. Mais si je compare, mettons, si je parle exclusivement du mandat qui se voulait un mandat annuel hein, sur le FEC, ben maintenant, c'est un mandat aux 3 ans. Hmm. Fait que c'est le même mandat, mais qui est fait aux 3 ans. Puis comme je mentionnais, on fait quand même un suivi de nos recommandations sur 3 ans. Fait que la différence, c'est le calendrier qui change finalement en termes d'intervention. Mais là, c'est le FEC. Mais comme je mentionnais, rien ne nous empêche, comme dans les audits de performance que je fais, peu importe le sujet, euh, c'est rare qu'il n'y ait pas un angle d'adaptation au changement climatique, de réduction de GES. Fait que je demande toujours à mes équipes, puis comme je vous dis, c'est transparent, c'est dans notre engagement mis dans notre dans notre plan stratégique, désolé, qui fait en sorte que on peut plus parler seulement d'un sujet en vase clos. Je demande toujours à mes équipes de considérer, dans la mesure du possible, on s'entend là, les considérations de lutte contre les changements climatiques, puis considérer également la protection de la biodiversité. Fait que, oui, ça, c'est sur le fait, mais n'empêche que nos travaux aussi touchent encore beaucoup la lutte au changement climatique. Bon, il y a une question qui vient tout de même d'apparaître. Donc, quels sont les risques liés à un changement de gouvernement provincial par rapport à l'application du plan d'action de développement? C'est un peu, je ne suis pas sûre qu'est-ce qu'ils veulent dire par l'application, mais j'imagine qu'ils veulent dire le PEV ou le PMO du PEV, là, mais Ouais, ben ça peut être, ou ça peut être aussi leur plan d'action pour mettre suite aux recommandations. En tout cas, ça peut être ah, plusieurs peut-être, plans oui, d'action. effectivement, oui, oui. Mettons, Désolée, tu mettons as si je raison. prends celui langue sous le dit, là, Oui, qui oui, oui, est oui, absolument. Ben oui, la ben mise qu'est-ce qui arrive? les suites données au plan d'action, mais vous savez, c'est pas la première fois qu'il y a un changement de gouvernement, puis c'est administratif, hein, dans le fond. Puis c'est de voir, écoute, on va voir, ça appartient dans le fond au ministère, c'est son plan d'action. Puis c'est lui dans le fond, qui a choisi les actions pour venir corriger les lacunes identifiées. Ben, on verra ce qui va arriver. On s'adaptera. C'est On le sait au-delà de, jamais. c'est pas vous On le qui sait pouvez jamais. Ouais. changer. C'est des Euh, décisions politiques, puis on ne s'immisce pas dans le politique. Mm. Est-ce que la commissaire peut émettre des recommandations concernant la sous-performance de stratégies gouvernementales telles que la biénergie et le GSR, donc le gaz naturel de source renouvelable? Ben, d'ailleurs, on avait fait un mandat il y a quelques années sur la politique énergétique. Fait qu'on s'était positionné justement sur, oui, on peut faire des travaux de la sorte. Lorsqu'il y a un document, il y a des obligations qui sont publiques, hein, c'est administratif, il y a des engagements qui sont pris. Ben, nous, on peut venir se positionner, vérifier, voir comment est mis en œuvre cette stratégie-là, puis si elle atteint les objectifs qu'elle s'était fixés. Fait que oui, D'ailleurs, si je c'est ne me trompe possible. pas, Jannick, les gens, ils peuvent vous écrire à partir de votre site web pour soit vous donner des pistes, des recommandations ou s'ils ont des questions.
Ouais, et mais des trucs comme merci. ça. Donc, Oui, oui. effectivement, j'avais peur de ne pas entrer dans mon, dans mon délai que tu m'avais donné. Mais effectivement, un fait intéressant, c'est que tout citoyen, dans le fond, peut, via le site web du vérificateur général, euh, faire des dénonciations. Mettons, s'il voit une situation tout à fait anonyme, là, finalement, là. Fait que ça peut être quelqu'un de peu importe, tout citoyen peut faire une divulgation et c'est acheminé au responsable d'un portefeuille concerné et on a tout un mécanisme, là. Puis des fois, oui, ça peut faire en sorte qu'on peut décider de faire un audit si on voit qu'il peut y avoir des lacunes vraiment importantes qui justifient qu'on fait un audit. Puis aussi, Joanne, lorsqu'on on fait un mandat, puis que le ministère concerné est au fait qu'on débute un mandat, bien, c'est mis sur notre site Internet également. Puis on a un petit onglet contribution à un audit. Fait qu'encore là, de façon anonyme, tout citoyen peut dire, ben, il y a un sujet d'audit, puis je peux contribuer, puis ils peuvent donner de l'information. On peut même, s'il décide de donner son information là, personnelle, ben, on peut même communiquer avec cette personne-là aussi dans le cadre d'un audit. Autre question, puisque le rapport identifie des manques de jalons et d'objectifs pour la planification, est-ce que cela sous-entend une mauvaise gestion des fonds du fait ou simplement un manque de transparence? Ben, dans le fond, ce que ça identifie, euh, c'est un outil qui pourrait être facilitant justement pour qu'il puisse bien faire son travail, le ministère finalement. C'est d'abord, un peu comme je vous le mentionnais, les cibles et objectifs, ça donne une vision au long terme. C'est-à-dire, on veut en 2030 arriver là. Mais pour s'assurer, dans le fond, d'atteindre un objectif à long terme, ben, à l'interne, vu que le ministère en est responsable de la mise en œuvre, ben, on dit, ben, il faudrait qu'il se mette, du moins, lui, des jalons opérationnels à plus court terme pour voir lui-même ajuster le tir, ajuster, dire peut-être que l'action qu'on a mis en place, qu'on a donné tant d'argent, finalement, ça n'a pas les effets qu'on pensait que ça l'aurait. Fait que ça permet une grande agilité. Puis, ultimement, avec cette agilité-là, fait que certainement qu'il y a peut-être une meilleure utilisation là, des fonds publics ultimement. Je pense qu'on va prendre trois questions, puis après on va terminer. Est-ce que le ministère prévoit rapidement corriger le manque de jalons pour les objectifs? Sinon, est-ce que cet élément qui doit être inclus dans la réponse dans 4 mois ou est-ce plus dans une correction avec le suivi du 18 au 36 mois? Est-ce que c'est facile? La Il question y a la deux montre peut-être. choses. Dans le fond, c'est ça, il y a deux choses. Il y a le plan Oui. d'action. On va voir lorsqu'on va recevoir le plan d'action, voir comment et quand le ministère décide de mettre les actions pour corriger la situation. Fait que ça, on parle du plan d'action. Puis dans le 1836, ben là, on voit comment il a mis en place son plan d'action, puis voir s'il a ajusté, parce qu'un plan d'action, vous savez, c'est vivant. Des fois, on planifie de mettre une action, puis on se rend compte peut-être que c'est pas celle qui est plus optimale, fait qu'il peut y avoir des ajustements, mais tout cet exercice-là se fait là après 18, après 36 mois. Euh, dans votre organisation VGQ, existe-t-il déjà des mécanismes de planification proactifs permettant d'anticiper les coûts futurs liés au changement climatique? Très bonne question, mais j'ai pas de très bonne réponse. J'ai pas une très bonne réponse. J'ai surtout pas de réponse pour vous, dans le fond. Ben, peut-être une mini réponse, là. Je sais pas si ça va vous satisfaire, mais lorsqu'on identifie, comme mettons, je vais parler pour moi, lorsqu'on identifie les mandats qu'on aimerait faire dans les 2, 3 prochaines années, ben on y va sur base de risque. Fait que ces éléments-là que vous dites, comme les impacts climatiques, tout ça, ben, fait partie des risques identifiés dans lesquels on doit considérer lorsqu'on priorise un mandat ou un autre. Fait que je pourrais peut-être ajouter ça comme info. Quels sont les rôles respectifs du ministère et du gouvernement dans la mise à jour du PEV 2030? Pour moi, c'est la même chose, là. Ouais, Mais je pense en tout que cas, du ministère, le MLCC versus oui, l'approche plus globale du gouvernement, je sais pas mais dans si- la loi qui est très, très long, on va dire le PL 44 qui a été adopté, ben, c'est le ministère qui est responsable d'établir une politique cadre. Fait que la responsabilité appartient au ministère, là.
Ouais, c'est ça. Mm. Ouais, que des fois, c'est ça, c'est que c'est pas clair, là, parce qu'il y a beaucoup de plans. Comme là, le PGIR, c'est un autre, tu sais, c'est un autre plan. Puis là, tu as le plan de mobilité durable, puis là, tu as le plan. Fait que je peux comprendre que des fois, c'est pas clair quand on regarde ça tu sais, Oui, globalement. ça peut être étourdissant, effectivement. Oui. Bon, il reste encore 5 minutes. Est-ce que vous voulez en prendre une autre ou. Oui, je peux en Oui, prendre OK. une autre. Oui, oui. Tant qu'à faire, on n'a pas souvent la Mm. chance de vous avoir, là. Fait que, quelqu'un dit, vous indiquez qu'on peut dénoncer des dysfonctionnements auprès du commissaire au développement durable. Il me semble qu'il est possible de déclarer des actes répréhensibles auprès du protecteur du citoyen. Quelle est la différence entre vos deux entités à ce niveau? Ben, c'est sûr que le protecteur du citoyen, lui, a une responsabilité qui est pas si vieille. Dans le fond, c'est quand même relativement récent, là, que oui, lui a cette mission-là. Nous, c'est de dire, dans le fond, si vous voyez, je sais je, un exemple là, peut-être farfelu, là, vous êtes citoyen, puis vous voyez que il y a une usine qui semble faire beaucoup de pollution à côté, puis ça vous semble pas normal, là, puis vous avez fait peut-être plusieurs prises d'informations, puis bon, vous trouvez qu'il y a une problématique, ben vous pourriez, si vous vouliez, dans le fond, c'est dans l'objectif de faire des mandats avec la lunette de ce que vous relevez, dans le fond, que vous soulevez à l'organisation du vérificateur général. Je pense que les deux ont des objectifs un peu différents, là. Quand on parle du manque de jalons, est-ce une absence de quantification des objectifs ou une sous-quantification des objectifs? Ben, des jalons, c'est donner comme j'expliquais tantôt, sur une longue période, ben, pour s'assurer d'arriver à bon port, ben, il faut s'assurer d'avoir des points de contrôle dans le temps. Fait que les jalons, c'est des points de contrôle dans le temps, finalement, là, pour s'assurer de lever le drapeau s'il y a le drapeau à lever. Donc, la dernière question, ça dit, pensez-vous que le gouvernement provincial devrait exiger un audit de risque et de résilience en amont ou une évaluation d'adaptation au changement climatique? Très- Comme on C'est le pas disait vous. d'entrée de jeu, hein, le vérificateur ne se positionne pas sur le plan Oui, politique, c'est fait ça. que c'est très difficile pour moi de répondre. Bon. Donc, merci beaucoup, Jannick. On va Ben, merci espérer à vous. peut-être éventuellement vous Ouais. réinviter pour faire le suivi, pour voir comment, en fait, le MLCC a peut-être mis en place les recommandations que vous avez faites si le PGIR, pas le PGIR, mais si le PEV existe toujours après les élections, on verra. Bon, Mais ben, merci. en attendant, je vous souhaite un très bel été. Oui, merci beaucoup. Bonne journée Merci. tout le Au monde. revoir. Au Bye. revoir.